on va parler du dossier Adjourouvi. Je vais souffler un peu. Merci. Togo. Oh, Adjouroubi, Adjouroubi, Adjouroubi. Les pona bentola, les dana gentola, mais tu montres. Adjouroubi, Adjouroubi, les dana. Oh, Adjouroubi, Adjouroubi, les dana. Adjouroubi, 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 les dana. Adjouroubi, défenseur des droits de l'homme, défenseur des dossiers d'unis partis sur les chaînes internationales. Question, est-ce que vous reconnaissez les miliciens qui terrorisent le peuple lors des manifestations? Adjouroubi répond, je n'ai jamais vu de miliciens au Togo. Adjouroubi, 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 à toutes les questions posées, Adjouroubi passé à côté, ajouté côté à côté, à côté, côté à côté. À toutes les questions posées, Adjouroubi passé à côté, à côté, à côté, à côté. Adjouroubi, 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 Alors, c'est le grand dossier de ce live. Et avant d'arriver sur ce dossier, je voudrais partager un certain nombre d'informations avec vous qui sont liées à tout ce que j'ai subi au Togo jusqu'en exil aujourd'hui. Généralement, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, à part ce que vous savez. Juste parce que je n'ai pas envie de partager tout ça tout le temps avec vous. Mais parfois, l'occasion fait qu'il faut partager certaines informations. Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai que on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers, toute forme de danger. Oubliez les questions de prison, ça c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées, parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte à un moment donné que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gates en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout et tout. Et puis, je me suis plaint.
suppléer à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo qui on a élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ses partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, groupe électrogène, j'avais un téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers. Et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire qui est déjà lui un ancien officier et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information. Il faut que vous mettiez ça dans la tête pour savoir comment les choses se passent au Togo. Donc, à Messiame, on a gardien la Rome, couteau, tout ça. Il y a gardien comme il est. Parce que gardien, beaucoup de à mon société de gardiennage au Togo, à mes beaucoup de sont jauni. Les gardiens, beaucoup de autres zanawe en tant qu'agent de renseignement. On les a Rome. À Messiame, que les doigts Rome, on les rapporter. C'est comme ça que le régime est parfois au courant de certaines personnes, de comment certaines personnes reçoivent des invités chez eux. Donc, on a fait en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui ne soit pas trop dans ce milieu-là. Et donc, il y a eu un agent de sécurité pendant la durée du projet pour ma sécurité. Et quand je quitte le Togo, après tout ce qui s'est passé là, on a trouvé d'autres fonds avec d'autres organisations pour avoir toujours
un agent de sécurité chez moi. Et puis les caméras servent à dissuader. Et quand je suis parti et que j'ai commencé par faire des lives, ils allaient régulièrement à mon domicile pour intimider mon épouse et les enfants. Ils faisaient venir des voitures qui restaient devant le domicile de 23h jusqu'à 2h du matin. Les caméras captaient tout ça. Donc, je reversais ces informations aux ONG, aux ambassades. Une fois, il y a un monsieur qui est venu filmer toute la maison. Les caméras l'ont pris. Et, écoutez très bien. Et par la suite, quand j'ai commencé par faire des lives, mon épouse, quand elle sort, partout où elle allait, elle était toujours suivie. Ils ont acheté les gens dans le quartier des mouchards qui renseignaient. Quand elle va même à l'église, elle est suivie. Quand elle va au marché, elle est suivie. Elle n'était pas libre de ces mouvements. Les enfants étaient menacés à l'école. Ce sont des choses que je n'ai pas partagées avec vous pendant longtemps. Les enfants étaient tout le temps menacés à l'école. Et un jour, ils ont fait ça 2 fois. Ils ont tenté de s'introduire chez moi. Comme des braqueurs. Après, j'ai appris que l'idée, c'était de venir violer les enfants ou à la limite mon épouse. Ils ont déjà fait ça avec la fille d'un opposant à Baguida, au Togo. Donc, ils voulaient rentrer par effraction dans la maison, parce que j'ai 2 filles et un garçon, pour agresser la famille, les violer, en se faisant passer pour des braqueurs. Et donc, la première fois, ils sont passés par un voisin à moi qui est en chantier. Ils sont montés à l'étage, ils sont montés par le voisin, ils sont arrivés sur la dalle et ils se retrouvent nez à nez avec l'agent de sécurité. Et ils disparaissent. Ils fuient. La deuxième fois, ils ont voulu passer par un autre voisin. C'est une clôture libre pour escalader. Là, c'était impossible pour eux parce qu'il y avait des fils de fer. Plus tard, je reçois toutes les informations comme quoi c'était le plan pour me faire très mal pour que j'arrête les lives. Il y a d'autres choses qu'ils ont eu à faire que je ne dis pas pour le moment. Donc, chemin faisant, je me suis débrouillé pour essayer de faire partie de la famille. Et Dieu seul sait comment j'ai pu faire partie de ma famille. Les enfants sont arrivés ici en France traumatisés. On les a sortis un à un du Togo parce qu'ils étaient suivis. Et pour les faire sortir, on a dû les cacher chez des gens pour qu'ils puissent perdre leur trace avant de les sortir du Togo. Ils sont arrivés ici traumatisés. Ils ont passé des temps chez les psychologues. Ma Benjamin, elle avait 7 ans quand elle est arrivée ici, totalement traumatisée. Mais ils n'ont pas arrêté la persécution. Ils ont continué par tous les moyens cette persécution-là. Comme je vais vous le dire, je n'en parle pas souvent. Mais comme nous sommes là aujourd'hui, je vais vous dire certains aspects des choses qui se sont passées, qui malgré tout font que je tiens. Et donc, la famille a finalement quitté le Togo et a rallié la France. Vous imaginez que des gens aient pu réfléchir de faire passer des braqueurs au domicile de quelqu'un pour violer des enfants. Vous imaginez ça? Vous imaginez le niveau de satanisme au sommet de l'État togolais. Et donc, finalement, ils n'ont pas réussi. Parce que j'alertais régulièrement les ambassades. Avec des preuves. Hein, avec des preuves. Il y avait des rapports et des preuves, des documents, des images. Et donc, finalement, la famille a dû partir. Quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé mes lives, quand je suis arrivé ici, ils ont mis des gens à mes trousses. Parce qu'ils ont toujours cherché à me compromettre dans quelque chose. Il y a des gens qui m'envoient des mails
pour dire oui, Ferdinand, ton niveau d'engagement est à saluer et tout. On veut travailler ensemble. Et on a un projet. On a des gens qui sont à tel endroit, On a des outils de travail. Je veux parler des armes. Ils écrivent comme si je devais répondre. Jamais je n'ai répondu à ces mails-là. Jamais. Parce que je savais que c'était des gens qui étaient envoyés pour me piéger. Si je réponds à un seul mail, j'aurai une preuve. Jamais je n'ai répondu à ces mails. Il y a un blanc qui est même rentré dans mon e-box sur mon numéro togolais pour dire oui, il a appris que je fais un master dans le 13e à Paris, à Tolbiac, quand je faisais mon master 2. Et que lui aussi, il est dans la zone, il faut qu'on se voit, lui, il est très engagé sur la cause togolaise, et il voit mon niveau d'engagement, il faut qu'on se voit pour qu'on en parle. Jamais je n'ai répondu. Je sais que c'était envoyé par quelqu'un. Je retourne au Togo. Au Togo, entre-temps, il y a des sources qui m'ont informé de faire très attention parce que la manière dont je suis habitué à aller dans les émissions radio, il y a eu des discussions où, à un moment donné, ils ont envisagé de me piéger par un micro. Ils vont empoisonner un micro. Ils vont empoisonner un micro dans une émission et quand je serai invité, je vais prendre le poison. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'aller sur les radios et que je ne parlais que dans ma propre émission. C'est des choses que je vous dis pour que vous compreniez le niveau de dangerosité de ces gens-là. Donc, ils ont des agents, on peut vous inviter comme ça. Naïvement, toi, tu crois que tu vas dans une émission et on va t'empoisonner. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Au Niger, dans les années 76, il y a eu un homme politique qui a été tué par une caméra. C'est pour ça que chez les Israéliens, quand vous amenez vos caméras, vous ne filmez pas le Premier ministre. C'est eux qui filment et vous donnent la cassette. Ils vous donnent les éléments. On a vu avec Mola, avec celui qui a été tué en Afghanistan, le chef, comment on appelle ça, le lion du Panchir. Les talibans l'ont tué avec une caméra. Et donc, moi, j'avais ces informations. Et donc, j'étais très, le commandant Massoud, j'étais sur mes gardes. Et donc, j'ai échappé à tout ça. J'ai échappé à toutes les propositions qu'ils ont eu à faire, des envoyés, ils m'ont envoyé des gens, ouais, il faut qu'on aide le chef de l'État. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Il y a des noms que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certains parmi eux qui sur le live, des autorités de la place, des responsables. Certains se sont déplacés même à mon domicile pour me suppléer. Je leur ai dit, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis quelqu'un de très catégorique et je suis un homme de valeur. Et donc, j'ai refusé tout ça. Et donc, ils utilisaient la carotte et le bâton et tout ça. Et donc, quand j'étais en France, ils étaient à mes trousses. Alors, quand Agadazi est arrivé ici en France, je commence par lui. Il a commencé par dire aux gens, lui, il est là pour traquer tous les activistes. Et il a rassemblé le personnel de l'ambassade pour leur dire, il faut faire tout pour trouver les domiciles des gens qui sont en France. Ceux qui sont en vue aujourd'hui, les Agabambo, Ferdinand qui est journaliste, les Mokonzi, tous ceux qui sont très en vue en France, il faut qu'on leur trouve les adresses. Et nous avons eu ces informations-là. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de faire ça, d'aller traquer les gens, d'aller traquer les gens. C'est pour ça que parfois, quand je prends la parole, je ne suis pas tendre envers lui, d'aller traquer les gens. Et donc, il a réussi à avoir mon adresse, il m'a envoyé un huissier. Et quand il m'a envoyé un huissier avec une sommation interpellative, après, j'ai commencé par recevoir des menaces dans la zone où j'habite. Donc, il y a de la filature, il y a des gens qui tournaient autour. Alors, je saisis les ONG parce que j'ai aussi des anges gardiens. J'appartiens à des organisations, à des réseaux et qui sont en France, qui sont très puissants et tout ça, qui protègent des journalistes. C'est comme si vous êtes un avocat, si vous êtes menacé dans votre boulot, vous interpellez le barreau, le bâtonnier va intervenir pour vous. Donc, moi, j'alerte tout mon réseau. Je suis quand même prix mondial de la liberté de presse, quand même. J'alerte tout mon réseau jusqu'aux États-Unis et je mets une plainte contre X au commissariat de police et la plainte remonte au ministère de l'Intérieur français par les associations. Et la préfecture de police de Paris m'appelle pour m'écouter 2 fois.
sur les menaces, la nature des menaces, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, où est-ce que j'habite réellement, quelles sont les conditions et tout et tout. Je leur explique tout. Peut-être qu'ils sont ici en train de suivre les agents de la préfecture de police de Paris. Ils suivent aussi les lives, ils sont dedans. Donc, je m'entretiens avec eux à plusieurs reprises et j'ai leur ligne directe au cas où il y a quelque chose. Et moi, je continue mon travail tranquillement. Je suis dans des programmes d'intégration, des journalistes en exil et tout ça, et qui sont accompagnés par des associations et tout ça. Mais comme le pouvoir ne lâche rien, comme ils se sont dit que aujourd'hui, c'est l'une des voix qui nous dérange le plus, c'est l'une des voix les plus crédibles qui est en train de réveiller les Togolais de partout, il faut la faire taire. Donc, il y a cela 3 semaines, je vous ai dit ici qu'au sommet de l'État, il y avait un projet de porter atteinte à mon intégrité physique. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit que si ça arrivait, il faut que vous sachiez qui a fait ça et qui est derrière ça. Je ne vous ai pas donné les détails, mais je vous ai dit que j'ai des informations comme quoi il y a quelqu'un au sommet de l'État togolais qui a décidé d'en finir avec moi. Il a dit à ses ministres, il a dit, lui là, il faut qu'on lui trouve une solution par tous les moyens. Je vous ai dit ça. Et par la suite, puisque c'est sa volonté qu'il a exprimée, les ministres doivent vous mettre ça en musique. Donc, ils ont multiplié des réunions. Ma force, c'est que je suis toujours au courant. Ils ont multiplié des réunions. Et au cours de certaines des réunions, le fameux Adjourouvi, lui, particulièrement, il a une haine viscérale à mon égard et à l'égard de nos frères de M66, avec les Agabambo et tout son groupe. Une haine viscérale. Et à plusieurs réunions, il a toujours dit, lui là, il faut qu'on le ramène ici, pieds et mains liés. C'est Adjourouvi qui dit ça. Hein. Il faut qu'on le ramène au Togo, pieds et mains liés. Je ne le connaissais de nulle part, je ne sais pas qui il est. Il a débarqué au Togo, il a eu son gombo auprès de Faure Gnassingbé, il vit sa belle vie, la belle vie qu'il n'avait pas en France. Et il pense que pour continuer à vivre auprès de Faure, il faut tuer quelqu'un. Donc, quand ils font les réunions, il est celui qui est le plus zélé. Lui là, il faut qu'on l'achève. Les gars du M66, il faut qu'on les traque. Et donc, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de venir voir le ministre de la Justice en France. Mais avant de venir voir le ministre de la Justice en France, il faut venir avec un document. Il y a de cela 1 an, vous vous rappelez, ils sont venus avec Afan Gbedi et le jeune Nachaba pour faire le tour des autorités françaises, pour présenter nos frères de M66 et tous les activistes comme des terreaux qu'il faut arrêter, qu'il faut extrader. Et après, ils ont fait le tour des médias et leur mission a échoué. Il y a cela 1 an, rappelez-vous, Afan Gbedi et tout ça. Et Afan Gbedi a même sorti un document pour justifier le mandat d'arrêt international. Je rappelle que moi, j'ai déjà 2 mandats d'arrêt international. Et dans un des mandats d'arrêt international, dont j'ai la copie, ils disent que les attaques qui ont eu lieu en 2021 au nord du Togo, c'est moi qui ai financé ces attaques-là, avec le commandant Olivier Ama. J'ai ce mandat d'arrêt, je l'ai transmis aux autorités françaises et aux ONG qui m'accompagnent. Vous imaginez que moi, Ferdinand, je suis arrivé en France à peine 1 an, moi j'ai eu de l'argent, des moyens pour financer une attaque djihadiste au nord du Togo. Ils ont écrit ça dans le PV, noir sur blanc, que moi j'ai financé une attaque djihadiste au nord du Togo. Et donc, j'ai ce mandat d'arrêt-là. J'ai la copie que j'ai transmise à toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, ils ont mis le commandant Olivier aussi sur ce mandat d'arrêt-là. Et donc, quand ils font la réunion, ils prennent le rendez-vous avec M. Darmanin. Adjourouvi instruit le procureur et le doyen des juges de rédiger une requête d'extradition. Donc, Agadazi, lui, il est à Lomé. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Et Agadazi était dans le bureau du procureur le 7 mai. Il faisait l'aller-retour entre le bureau du procureur et le bureau du doyen des juges pour rédiger cette réquisition d'extradition que Adjourouvi devait apporter ici pour voir le ministre
de la justice française. Les Agabambo et les autres, ils ont déjà leur dossier ici. Donc, eux, ils viennent juste pour appuyer ça. Donc, pour moi, ils ont besoin d'une requête d'extradition. Et donc, le doyen a saisi, non, le procureur a saisi le doyen des juges, M. Poutouli, par une réquisition, et lui, il a rédigé la requête d'extradition que Adjouvi a apportée ici dans ses valises pour venir voir le ministre de la Justice française. Mais avant qu'il n'arrive ici, moi, je savais déjà tout ce qui se manigançait, pourquoi il vient exclusivement, ce qu'il va venir faire et tout. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu à la minute près toutes les informations sur son trajet, quand est-ce qu'il est arrivé, l'hôtel où il a logé, comment l'appelle-t-on, l'heure à laquelle il avait rendez-vous avec le ministre Darmanin et tout ça. Et donc, il prend son avion avec certains avocats, tout ça, ils arrivent ici et ils vont directement à la place Vendôme. C'est le ministère de la Justice. Ils vont à la chancellerie. Alors, il a fait sa mission et il est reparti hier. Il est certainement à Lomé en train de suivre cette vidéo ou ce live. Alors, voilà comment il est arrivé en France. C'est pour mettre en œuvre la volonté de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas la volonté d'Adjouvi. C'est Faure Gnassingbé qui leur a dit, lui là et ses amis, ils en font trop, ils nous dérangent, il faut leur trouver une solution. Particulièrement lui. Il faut le neutraliser. Et Adjouvi et Agadazi ont frappé la poitrine pour dire, nous on s'en charge, monsieur le président. Restez tranquille, on va aller les ramener. Donc ils ont mis la justice en branle. Le procureur a rencontré Agadazi à son bureau, ils ont travaillé, après ils sont allés chez le doyen des juges, ils ont travaillé, et la requête qu'il a apportée ici, je vous la montrerai un jour, pour le moment, je ne dis rien sur la requête, ils disent que je suis un terreau, que toutes mes activités ici servent à déstabiliser le pays, que j'appelle, écoutez très bien, que j'appelle dans mes lives les Togolais à tuer les Français. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu, moi, Ferdinand, dans un live, j'ai appelé quelqu'un à tuer quelqu'un. Ils disent que j'appelle, c'est ce qu'ils disent pour appâter les Français, que j'appelle les Togolais à tuer les Français qui sont au Togo. Je ne sais même pas si un jour j'ai dit ça ou je peux rêver de dire ça. Moi qui suis journaliste. Que j'appelle à tuer les Français qui sont au Togo et que les gars du M66, ils récoltent des informations et de l'argent sur Internet pour financer des actes subversifs et tout. Et qu'il faut arrêter tout ça. Et qu'il faut nous extrader, il faut nous mettre sous surveillance, il faut que la France mette nos téléphones sur l'écoute, nous surveille et tout. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il sait très bien que ce qu'il est venu faire ne pourra jamais marcher, même 100 ans. Mais avant de venir faire ça, il disait à des amis à lui, puisqu'il bavarde beaucoup, on a des témoignages. Il disait à des amis à lui, écoutez très bien, Adjouvi, il disait à des amis à lui que si la méthode diplomatique, les accords judiciaires et les accords diplomatiques ne marchent pas, genre si la France ne veut pas céder à leurs revendications, eux, donc le gouvernement togolais, donc Adjouvi, ils ont les moyens pour nous liquider en douce en France. On a un témoin, on a un témoignage. Vous imaginez, c'est-à-dire un avocat de profession, un ministre de la justice et des droits de l'homme, possédant la nationalité française, il dit aux gens en privé que si les démarches officielles que eux ils font, ces démarches ne marchent pas, ils ont les moyens de nous tuer, de nous liquider en douce sur le territoire français. Ça veut dire que c'est Faure qui leur dit de dire ça. L'homme que vous voyez là, c'est un criminel en puissance. Je vais revenir sur lui, je vais le décortiquer. C'est un criminel en puissance. Mais ce témoignage-là, nous le gardons au frais. Nous le sortirons au moment venu. Parce qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont nous les surveillons. Eux, ils ont le Pegasus. Nous avons plus que Pegasus. Ils n'ont aucune idée
de la manière dont nous, on les surveille. Ils ne peuvent pas s'imaginer la manière dont nous, on les surveille. Si on ne les surveillait pas, quand il est venu ici, il ne pouvait pas savoir à quelle heure on savait qu'il est arrivé, à quelle heure il va chez Darmanin, à quel hôtel il est. Le vendredi, quand j'ai posté qu'il part le samedi, à 11h30, il va à l'aéroport pour faire ses bagages et pour peser ses bagages. Il est allé à l'aéroport à 8h. Parce qu'il a eu peur. C'est à 8h qu'il était déjà à l'aéroport pour peser les bagages et se cacher. Avant le vol de 15h30. Le vol était à 15h30. Quand j'ai dit que ce qui est mentionné sur sa carte d'embarcation, arrivée, présentation à l'aéroport 11h30, départ 15h30, il a eu peur qu'on vienne le chercher à l'aéroport à 11h30. Il est allé à l'aéroport à 8h. Il a quitté l'hôtel avant 8h. Ça veut dire que c'est des trouillards. C'est des trouillards. C'est des trouillards. Mais il ne peut rien attendre. Et donc, voilà ce qu'il dit aux gens en privé. Que si eux, ils utilisent les méthodes diplomatiques, si la France ne cède pas à leur volonté, eux, ils ont les moyens de nous liquider en douce. Alors, qui est Adjourouvi? Adjourouvi, les gens pensent que c'est maintenant qu'il est arrivé dans le système. Adjourouvi, c'est un ami de Faure depuis leur jeunesse. J'avais déjà dit ça dans une émission. Puisque, avec sa maman, ils ont habité à côté du camp RIT. Et donc, étant à côté du camp RIT, fréquentant les mêmes établissements avec les enfants Gnassingbé, il était ami à Faure depuis sa jeunesse. Et c'est eux, vous voyez, quand vous fréquentez les enfants des riches ou les enfants des gens qui sont puissants, vous jouez un peu les Kpandjodj. C'est eux qui étaient les Kpandjodj des forts. Puis ça, à l'époque, avec un de ses amis qui s'appelle Kader Issa, qui est le fils du commissaire Issa, qui est décédé maintenant. Le commissaire Issa, je le connais très bien, avec papa Bodjora Antoine, parce qu'ils ont milité à l'UFC, ils venaient voir Jésus, je les voyais. Donc, ils faisaient les arts martiaux, et donc c'est eux qui allaient se bagarrer pour les histoires de filles pour Faure Gnassingbé. Vous voyez, quand on est dans les quartiers et qu'il y a quelqu'un qui est riche dans le quartier, ses enfants sont des rois. Donc, ces enfants, quand ils finissent de porter les chaussures, ils vous donnent. Quand ils finissent de porter les casquettes, ils vous donnent. Quand ils ont de l'argent, ils vous envoient faire le sale boulot à leur place parce qu'ils ne sont pas courageux. Et donc, c'est ce travail de Kpandjodj-là qu'ils faisaient depuis leur jeunesse avec Faure. Quand les forts ils allaient chercher les petites filles, tout ça là, c'est eux qui restaient devant pour tabasser les bandes rivales avant de partir en France. C'est le même travail de Kpandjodj qu'ils ne continuent pas à faire aujourd'hui. C'est des gens qui se disent, oui, oh, monsieur le président, t'inquiète, moi je vais faire ça. Parce que c'est ça qu'il a appris à faire. C'est ça qu'il a appris à faire. Il a passé sa vie en France, on dit qu'il était avocat. Quand vous voyez un individu comme ça qui appelle à assassiner quelqu'un, alors que l'avocat est fait pour défendre les droits de l'homme, vous imaginez quel genre d'avocat il est? Je suis allé regarder un peu sa thèse. Et puis on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Je suis allé regarder un peu sa thèse. Je vois qu'est-ce qu'il a fait réellement. Et technique. Alors, je suis allé regarder un peu sa thèse parce que quand vous écoutez Adjourouvi, il parle difficilement même français. Il parle un français compliqué. Mais on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Vous savez, les gens ont les manières d'avoir leurs histoires de doctorat, hein, même en France ici. Et donc, je suis allé regarder un peu quel est vraiment son parcours. C'est vrai qu'il a été adjoint au maire d'Evry. Et je regarde ça. Qu'est-ce que je regarde? Le terme de sa thèse, c'est que l'État, les peuples en Afrique subsaharienne, les éveils du Ghana, du Togo et du Bénin. Voilà le terme de sa thèse. Bon, ça a l'air d'être une thèse beaucoup plus, un terme beaucoup plus d'histoire que, bon, de sciences politiques vraiment donné. Et donc, je regarde et il a soutenu en 2000, mais la thèse n'existe nulle part. Je n'ai trouvé aucune trace de la thèse. Et je me suis renseigné. On m'a dit qu'il a eu comment appelle-t-on, mention passable. Quand tu fais une thèse de doctorat, on te donne une mention passable, c'est que on voulait juste t'aider, sinon on allait te recaler. Une thèse de doctorat, généralement, c'est mention honorable, félicitations du jury et tout et tout. Et il y a une mention passable. Mais la thèse n'existe nulle part. Mais le thème m'a fait tiquer.
Puisque dans leur système là-bas, ils font que du plagiat. Le thème m'a fait tiquer. Moi, je suis historien de formation. Donc, le thème m'a fait tiquer et le thème m'a rappelé la thèse du professeur Martin Adoyon. Et je suis parti regarder le titre du thème du professeur Martin Adoyon. Et vous allez voir que ce sont des thèmes similaires. Voilà. Et je me suis dit, si la thèse de Adjourouvi, qu'il a soutenue en 2000 n'est pas une copie de ce que Adoyon a soutenu en 1975 déjà. Et le thème d'Adoyon, c'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Adoyon fut mon professeur à la faculté, au département d'histoire. Je connais le thème de la thèse de M. Adoyon. C'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Qu'est-ce que Adjourouvi nous dit? Qu'est-ce qu'Adjourouvi nous dit? Écoutez très bien, Adjourouvi nous dit l'État et les peuples en Afrique subsaharienne, les évêques du Togo, du Ghana et du Bénin. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis allé regarder et j'ai trouvé que c'est des vils individus. Et donc, ce monsieur qui était en France ici et qui s'est battu pour avoir sa nationalité française grâce à l'appui de notre doyen Kofi Yamyan, qui l'a beaucoup aidé. Je suis convaincu que s'il faut l'envoyer demain pour faire extrader Kofi Yamyan, il va oublier, il va revenir, il va faire ça. Il s'est retrouvé à Lomé parce que les choses n'allaient pas très bien ici et il s'est remis au service de son ancien ami Faure Gnassingbé. Et donc, en étant au service de son ancien ami Faure Gnassingbé, c'est comme ça que Faure l'a coopté, lui, Adjourouvi, et Alain Foka pour écrire la Constitution. C'est eux qui ont fait la mouture de la Constitution qui crée des problèmes aujourd'hui. C'est les deux. C'est lui, dans l'ombre, avec le Camerounais, qui ont monté cette histoire de Constitution. C'est à lui, Adjourouvi. Et cette Constitution est aussi médiocre que sa thèse qu'il a soutenue et qui n'existe nulle part. Et cette Constitution qui met en problème aujourd'hui Faure Gnassingbé. C'est lui. Donc, il est devenu député et il est parti à Lomé parce que la vie qu'il cherchait ici en France, il ne pouvait jamais l'avoir. Arrivé à Lomé, il s'est tapé une belle maison à Mwepé. Il a des voitures officielles. Il vit maintenant à la caisse, à la résidence de la caisse. Il tape les filles, même les petites filles. Ils font leurs pratiques obscènes avec les petites filles. Un irresponsable notoire. Et c'est lui qui devient ministre de la Justice au Togo. Vous imaginez? Adjourouvi, ton assistante là, avec qui tu as fait un enfant et que tu as refusé de reconnaître, et qui est parti rester pendant longtemps au Bénin avant de revenir en France, ton enfant que tu as refusé de reconnaître, il est à l'université. Hein. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Puisque c'est ton habitude. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Un enfant hors mariage. La dame souffre seule jusqu'à ce que l'enfant soit à l'université. Tu n'as jamais payé pension alimentaire. Tu ne reconnais même pas l'enfant. La dame Amédi, Akofa Denise, que tu as enceinté à Lomé là, vous faites vos conneries au bord de ta piscine, à Ngwepe là-bas, que tu as enceinté. Tu as refusé de prendre la grossesse. La dame t'a poursuivi pendant des années à des fins de reconnaissance. Finalement, tu as mis ton nom sur les actes de l'enfant, mais jamais tu n'as déboursé un seul franc pour supporter cet enfant. Mais tu es ministre de la Justice et tu es avocat. L'enfant là, même pour payer ses frais de scolarité, c'est la croix et la barrière. Ce dossier-là, on l'avait dans la presse, alors que moi, je ne te connaissais pas. Je vais te montrer. Et là, tu vas savoir que, toi là, même dans ta veste là, nous sommes dedans. Ça, c'est ton enfant, non? L'enfant que tu as fait avec la dame que tu as abandonnée là, qui s'appelle Madame Akofa Amédi, Denise, que tu as refusé de supporter, qui se débrouille pour nourrir seul enfant, alors que toi, tu es dans les conneries. Un enfant. Ce que vous faites, 12 000, toi, tu as honte les tours.
Et vieux, que les bandits, et bien, 12 000. On te les tue. 12 000. On te les tue. 12 000. Tu n'arrives pas à payer. L'enfant est dans la nature. Il a 9 ans. Voilà un autre reçu. Un autre reçu de 41 250. Maintenant que tu es rentré de Paris avec les frais de mission, donne un peu d'argent à la dame pour payer les frais de scolarité de ton enfant que tu as abandonné dehors. Puisque c'est ton habitude, tu enceintes les filles, tu refuses de prendre les grossesses. Et toi, tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Le scandale que tu as créé avec la petite fille de Manates là, tu veux qu'on en parle? Puisque c'est les petites filles que vous gérez à Lomé. Les enfants qui peuvent être vos enfants, que vous sodomisez. Et vous vous réjouissez d'avoir fait ça. Quand il est député à Carrefour Y, avant de devenir ministre là, tu prends RTG, tu t'assois à Carrefour Y avec les bordels. Vous buvez la bière jusqu'à 4 h du matin. Carrefour Y. C'est au Togo que Fort peut te nommer ministre, hein, jusqu'à ministre de la Justice. Carrefour Y. Tu restes là-bas avec RTG, avec les bordels, à Chaovio. Bien au fou que matin, à Noubia. Et c'est toi, au lieu de te cacher, tu veux jouer les Django. Toutes les petites filles avec lesquelles vous faites les conneries à Lomé là. Les enfants sont là. Il y a certaines qui n'en peuvent pas. Elles parlent. Puisque toi-même, tu en parles. C'est vous qui faites les pratiques comme ça avec les filles à Lomé. Vous n'avez pas de femme chez vous à la maison. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas de femme chez vous à la maison à Lomé? C'est pour que vous ayez le temps de faire vos pratiques, les bêtises que vous faites là. Dans ta villa à Mwepé là-bas, que tu as construit après ton retour à Lomé, quand tu étais en France là, tu n'as pas construit de villa à Mwepé. Parce que tu ne gagnais rien. Aujourd'hui, tu as l'argent facile. Tu as les piscines là-bas. Tu fais des conneries avec les filles au bord de ta piscine là-bas. Et tu es ministre de la Justice. C'est au Togo qu'un individu de telle moralité peut être ministre de la Justice. Et tu dis aux gens que il faut qu'on nous mette sur surveillance. Je vais te dire ceci. Pour ta petite information, quand vous avez commencé par faire vos bêtises là avec moi ici là, quand j'ai été écouté par la préfecture de police, avec les associations qui m'accompagnent, les ONG et tout ça là, je suis déjà sous surveillance. Est-ce que tu le sais? Je suis déjà sous surveillance. Mais pas sous surveillance pour vous. Quand vous avez envoyé vos petits lascars là, la police m'a écouté plusieurs fois. Et elle sait, elle connaît mon dossier. Le ministre de l'Intérieur actuel connaît mon dossier. Et de temps en temps, je dois rendre compte à la police de mes mouvements. Et la police, ils ne sont pas loin d'ici. Ils ne sont pas loin d'ici. De temps en temps, ils appellent pour savoir si tu vas bien. Mes rendez-vous sont signalés. Mes déplacements sont signalés pour des raisons de sécurité. Et je rends compte à la préfecture de police de Paris. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Et donc, la police française sait que sur le territoire français, je ne fais rien d'illégal. Je ne participe à rien d'illégal. Et moi-même, journaliste qui connais la loi, je sais ce qu'on appelle ligne rouge. Il y a des choses que je ne peux jamais faire. Et donc, toi, avocat, qui connais le droit pénal, tu penses que tu arrives en France avec une mallette, tu viens voir un ministre, et puis on va te livrer un journaliste. Et que tu vas ramener à Lomé. On va t'extrader un journaliste. Vous pensez que c'est ce que vous faites au Togo là? Vous prenez Damiba, vous mettez dans un avion, vous envoie au Burkina. Ou bien quelqu'un aussi prend quelqu'un et l'envoie au Bénin. C'est ce qui se passe ailleurs. Même ton patron, Fort Nyassimbe, toi-même à Drouvi, si vous faites des bêtises au Togo et que demain vous venez rester en France là,
Si le Togo vous recherche, pour que la France vous livre, il y a toute une procédure. Mais si la justice française se rend compte qu'en vous livrant, votre vie sera en danger au Togo, elle ne vous livrera jamais. Et il y a des jurisprudences pour ça. Tu le sais aussi. Madame Abia Rimana, François Kampaoré, il y a plein de jurisprudence pour ça. Toi, avocat, tu le sais. Mais tu as convaincu ton patron fort que toi, tu vas venir ici parce que tu connais des gens, tu as des relations et tu vas ramener au Togo Ferdinand Zakabambo, les gars du M66. On t'a payé billet d'avion, tu es arrivé. Tu nous as ramenés. Tu nous as ramenés. Je t'informe que je suis déjà sous protection. Non seulement une protection internationale, je suis sous protection de la police. Mes déplacements sont signalés. Tout ce que je fais est suivi. Je donne ma localisation. Et de temps en temps, je rends compte à l'officier de liaison de la préfecture de police. Ça, c'est le travail de toutes les associations de presse qui sont tellement puissantes en France et aussi aux États-Unis qui m'accompagnent. RSF, CPJ, tout ça. Donc, toi, tu ne peux rien créer, tu ne vas jamais rien créer parce que tu n'es personne. C'est fort que vous pouvez tromper et lui prendre de l'argent. Maintenant, vos voyous là, vos voyous que vous voulez utiliser là, avec Agadazi là, jusque, il faut les utiliser. Bevu ko le miasi, yemibe, ne omu, livré-mi, officiellement à Milo, bevu, vous allons vous montrer qu'on est aussi des voyous. Ou bien parfois, quand on parle avec vous de façon civilisée, vous pensez qu'on n'est pas des voyous.